Chapitre 1. L'accalmie avant la tempête. Maxwell Turner se tenait dans l'embrasure de la porte de la chambre de sa fille, la regardant faire ses bagages pour l'université avec le genre de précision méthodique qu'elle avait hérité de lui. À 18 ans, Iris était devenue une jeune femme remarquable, vive d'esprit, compatissante, farouchement indépendante. Ses cheveux noirs tombèrent sur son visage tandis qu'elle pliait des pulls, hésitant entre le bleu et le gris. « Papa, tu fais encore ton truc de fixer du regard ?» dit Iris sans lever les yeux. Un sourire jouant sur ses lèvres, Maxwell rit doucement, s'appuyant contre le chambranle de la porte. Un père ne peut-il pas être fier? Le MIT n'accepte pas n'importe qui, surtout dans leur programme d'ingénierie biomédicale. Ni la maison des Turner? Iris répliqua. Tu ne m'as pas élevé pour être n'importe qui? Elle n'avait pas tort. Maxwell l'avait élevée seule. Enfin, pas entièrement seule. Sa femme Louisa était entrée dans leur vie quand Iris avait 5 ans. Une institutrice de maternelle avec une patience infinie et un cœur assez grand pour aimer un enfant qui n'était pas biologiquement le sien. Ensemble, ils avaient construit quelque chose de beau à partir des décombres laissés par Arlene. Arlene, le nom de sa sœur avait encore un goût amer après toutes ces années. Les papiers du fonds fiduciaire sont arrivés hier. Quoi qu'il en soit, dit Maxwell avec prudence, observant la réaction d'Iris. L'avocat de la famille de ton père biologique a enfin tout validé. C'est substantiel. Iris, assez pour le MIT, l'école de médecine si tu le veux, et un bon départ après l'obtention du diplôme. Iris leva enfin les yeux, ses yeux gris, si différents des siens, si semblables à ceux du père qu'elle n'avait jamais connu. Rencontrant les siens, Keith Boyer, c'était son nom. N'est-ce pas le type qui est mort dans un accident de construction avant ma naissance. Maxwell termina doucement. Sa famille voulait s'assurer que tu sois prise en charge. Le fonds a été établi avant sa mort, mais il a fallu 18 ans aux avocats de sa succession pour tout régler et te localiser. Grâce à toi, dit Iris doucement, tu as gardé tous les documents, maintenu le contact avec l'avocat de sa famille, tu t'es assuré que j'obtienne ce qu'il voulait que j'aie. Maxwell ne dit rien, c'était sa façon d'être. Les actions plutôt que les mots, la préparation plutôt que les promesses. Il avait appris cette leçon il y a 18 ans quand sa sœur avait brisé toutes les promesses qu'elle avait jamais faites. La sonnette retentit. La pizza est là. Appela Louisa d'en bas. Iris, ton dernier vendredi soir à la maison avant que les dortoirs ne te volent à nous. Tandis qu'Iris passait devant lui en bondissant, le téléphone de Maxwell vibra. Un email d'un expéditeur inconnu avec un objet qui lui glaça le sang. Avis légal. Affaire de la famille Turner. Il l'ouvrit dans le couloir. Ses instincts d'avocat, affinés par des années de travail en tant qu'architecte de litige civil, pas un avocat lui-même, mais le stratège derrière des affaires complexes. Analysant immédiatement chaque mot, avis de pétition pour garde. Arlene Turner contre Maxwell Turner. Cour supérieure. Sa sœur le poursuivait pour la garde complète d'Iris. Chapitre 2. 18 ans ont passé. Maxwell ne descendit pas pour la pizza. Il s'assit sur la marche du haut, relisant la pétition jusqu'à ce que les mots se brouillent. Louisa le trouva là 20 minutes plus tard. Iris se demande si tu vas bien, dit-elle doucement, s'installant à côté de lui. Puis, elle vit l'écran du téléphone. Sa main trouva la sienne. Oh mon Dieu, elle est revenue, ça en... Pas pour Iris, dit Maxwell, sa voix ferme malgré la rage qui montait dans sa poitrine. Pour l'argent, le fonds fiduciaire vient d'être finalisé. Ceci est déposé 3 jours plus tard. Ce n'est pas une coïncidence. Louisa avait entendu l'histoire auparavant, mais jamais dans son intégralité. Personne ne l'avait. Même Iris ne connaissait que la version aseptisée. Sa mère avait été jeune, dépassée, et avait fait le choix douloureux de la laisser avec une famille qui pouvait lui offrir de la stabilité. La vérité était plus laide. 18 ans plus tôt, Maxwell avait 27 ans, gravissant les échelons dans une firme de conseil en litige, partageant un appartement modeste avec son ami d'université, Clayton Pennington. Leurs parents étaient 6 morts dans un accident de voiture 2 ans auparavant. Un conducteur ivre, pas de survivants dans l'autre véhicule. Un règlement qui couvrait à peine les frais funéraires. Arlene avait sombré. À 24 ans, elle rebondissait entre les villes, entre les hommes, entre les délusions de grandeur. Quand elle tomba enceinte, elle essaya brièvement de se convaincre que Keith Boyer l'épouserait, lui donnerait la vie qu'elle pensait mériter. La mort de Keith mit fin à ce fantasme. Maxwell se souvenait encore de la nuit où elle apparut à sa porte, les yeux creux, enceinte de 8 mois. « Je ne peux pas faire ça », avait-elle dit. « Je ne le ferai pas ». Il l'avait convaincue de rester, lui avait trouvé un appartement à proximité, aidé avec les courses et les rendez-vous chez le médecin. Il avait cru qu'elle s'adapterait.
Que la maternité l'ancrerait? La nuit où Iris naquit, Arlène tint sa fille exactement 4 minutes avant de la remettre à l'infirmière et de quitter l'hôpital. 3 semaines plus tard, elle apparut à la porte de Maxwell à 2 heures du matin. Le siège auto atterrit sur son paillasson avec un bruit sourd qui résonnait encore dans ses cauchemars. « Une nuit ?» avait dit Arlène. Ses yeux fous et vides. « J'ai juste besoin d'une nuit pour m'éclaircir les idées. » Le sac à couche avait assez de provisions pour peut-être 12 heures. Pas de notes. Pas d'instructions. Juste une petite fille de 3 semaines et le bruit des talons d'Arlène claquant dans le couloir. S'éloignant, puis silence. Elle ne revint jamais. Maxwell avait déposé un rapport de police après 48 heures. Ils avaient trouvé Arlène 3 états plus loin, installée avec un homme qu'elle avait rencontré en ligne, niant déjà avoir eu un enfant. L'agent assigné à l'affaire avait été compatissant mais clair, sans preuve de maltraitance ou de danger immédiat. Et avec Arlène affirmant que Maxwell s'était porté volontaire pour prendre Iris. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Prenez un avocat, avait conseillé l'agent, garde formelle. Protégez-vous. Maxwell avait fait exactement cela. Arlène avait signé les papiers sans même les lire, en présence d'un notaire et de son petit ami du moment, garde physique et légale complète à Maxwell Turner. Avec Arlène Turner, renonçant volontairement à tous les droits et responsabilités parentaux, elle avait souri en signant, pensant déjà à la ville suivante, à l'homme suivant, à l'échappatoire suivante, aux conséquences. « J'ai tout gardé », dit Maxwell à Louisa maintenant, sa voix dure, chaque document, chaque email, chaque message texte où elle prétendait qu'Iris n'existait pas, chaque anniversaire passé sans carte, chaque Noël sans même un appel. « Pourquoi maintenant ?» demanda Louisa. Après 18 ans de rien, Maxwell lui montra la lettre du fonds fiduciaire, observa son expression passer de la confusion au dégoût. La pétition affirme qu'elle est clean et sobre depuis 3 ans, qu'elle a trouvé la stabilité et veut reconstruire une relation avec sa fille, dit Maxwell, citant le dépôt légal. Elle affirme que j'ai aliéné Iris de sa mère biologique et que, maintenant qu'Iris a 18 ans, Arlène veut se racheter et fournir des conseils alors que sa fille entre dans l'âge adulte. Iris a 18 ans, souligna Louisa, ne peut-elle pas simplement refuser? Techniquement oui, mais les avocats d'Arlène sont malins. Ils ne cherchent pas vraiment la garde au sens traditionnel. Iris est adulte, ils cherchent une déclaration de droits parentaux, ce qui donnerait à Arlène un statut légal pour accéder au fonds fiduciaire d'Iris en tant que tutrice, pour des conseils et une gestion financière. Jusqu'à ce qu'Iris ait 21 ans, les yeux de Louisa s'écarquillèrent. Il s'attaque directement à l'argent et il compte sur moi pour ne pas me battre, dit Maxwell. Il compte sur moi pour prendre un règlement, peut-être accepter une sorte d'arrangement partagé où Arlène obtient l'accès au fonds pour le bénéfice d'Iris. Il pense que je voudrais éviter un procès public. Éviter de faire passer Iris par un témoignage sur son abandon. Le ferons-nous? Demanda Louisa. Prendre un règlement? Le sourire de Maxwell était tranchant, froid et absolument certain. Non, nous allons l'enterrer. Chapitre 3. Assembler l'arsenal. Harris Reed avait été le contact professionnel de Maxwell pendant plus d'une décennie, un avocat en droit de la famille avec une réputation de litige sans merci quand la situation l'exigeait. Lundi matin, Maxwell s'assit en face de lui dans un bureau du centre-ville qui surplombait la ville, un dossier épais sur le bureau entre eux. « Tu as gardé tout ça ?» demanda Harris, feuilletant 18 ans de documentation, certificat de naissance. Dossier hospitalier, rapport de police de quand Arlène avait disparu. L'accord de garde qu'elle avait signé, échange d'emails où Maxwell avait essayé, dans ses premières années, de tenir Arlène au courant des étapes d'Iris, pour recevoir seulement des réponses comme « Arrête de m'envoyer des messages sur ça » et « Je m'en fous, je suis un stratège en litige », dit Maxwell simplement « Je prépare chaque éventualité, c'est plus que de la préparation, c'est Harris pausa », choisissant ses mots avec soin. La plupart des gens auraient jeté la moitié de ça, avancé, je ne pouvais pas avancer, pas quand je savais. Au fond, qu'Arlène reviendrait au moment où il y aurait quelque chose à y gagner. Harris hocha lentement la tête. « Parle-moi du fonds fiduciaire. » Maxwell expliqua qu'Kid Boyer, le père biologique d'Iris, avait été un ouvrier du bâtiment syndiqué issu d'une famille riche. Il était mort quand une grue avait mal fonctionné et le règlement pour mort injustifiée combiné à la succession de sa famille avait financé un fonds substantiel pour tout enfant qu'il pourrait avoir. Les avocats avaient émis 18 ans à naviguer les disputes familiales et à localiser Iris. Mais maintenant l'argent était sécurisé. D'où 1 million d'euros, accessible quand elle aurait 18 ans.
Avec contrôle total à 21 ans, comment Arlene l'a-t-elle découvert? Demanda Harris. L'avocat de la succession a dû vérifier l'identité d'Iris. Ils ont contacté l'hôpital où elle est née, obtenu son certificat de naissance. Le nom d'Arlene y figure. En tant que mère, d'une manière ou d'une autre, elle a eu vent de l'enquête et maintenant elle veut en profiter. Elle veut tout, corrigea Maxwell. Regarde la pétition. Stuart Wiley la représente. Il est cher. Quelqu'un finance ça? Harris afficha le profil de Stuart Wiley sur son ordinateur, avocat d'entreprise. Principalement, quelques divorces de haut niveau. Pas le genre à prendre une affaire de garde à moins que, il s'arrêta, lisant plus loin, à moins que le client n'ait des poches profondes ou des actifs significatifs, alors qui finance Arlene? Réfléchit Maxwell à voix haute. La réponse vint 2 jours plus tard, livrée par Clayton Pennington, l'ancien colocataire de Maxwell qui travaillait maintenant dans les enquêtes de fonds pour les embauches d'entreprise. Clayton avait fait une faveur à Maxwell, une plongée profonde dans la vie actuelle d'Arlene. « Ta sœur a été occupée ?» dit Clayton, déposant un dossier sur la table de cuisine de Maxwell. Louisa versa du café pendant qu'Iris était à l'école. Prenant sa dernière semaine de cours, avant l'obtention du diplôme, elle a épousé quelqu'un de haut placé, très haut, Irving Arellano. Promoteur immobilier, possède la moitié des nouveaux condos en bord de mer qui se construisent du côté est. Vaut environ 37 millions d'euros. À peu près, Maxwell feuilleta le dossier. Photo de mariage d'il y a 2 ans. Arline en blanc de designer. Souriant ce même sourire vide qu'il se rappelait. Mention dans les pages société. Apparition à des galas de charité. Voici le truc. Continua Clayton. J'ai parlé à un ami qui travaille dans l'entreprise d'Arellano. Il y a des rumeurs que le mariage bat de l'aile. Arellano est traditionnel. Vieux jeu, venu de rien, a construit son empire lui-même. Le mot est qu'il n'a aucune idée qu'Arlene a une fille. Maxwell leva les yeux vivement. Elle ne lui a jamais dit, jamais même insinué. Elle a joué le rôle de la femme sans enfant qui a épousé par amour, fait du volontariat dans des galeries d'art, fait la chose de l'épouse de société. Si Arellano découvrait qu'elle a abandonné un bébé il y a 18 ans, Clayton haussa les épaules. Ce n'est pas le genre de femme qu'un homme comme lui épouserait. Alors elle est piégée, dit Louisa doucement. Si elle ne revendique pas Iris maintenant, et que le fonds fiduciaire devient public. Arellano pourrait le découvrir de toute façon, mais si elle revendique Iris, le présente comme une reconnexion avec la fille qu'elle a donnée pour une meilleure vie, elle contrôle le récit et obtient l'accès à 1 million d'euros, ajouta Maxwell, de l'argent qu'Arellano ne peut pas toucher dans un divorce. De l'argent qui est techniquement à Iris, mais qu'Arlene pourrait aider à gérer en tant que mère aimante rattrapant le temps perdu. Clayton sourit. Alors quel est le plan? Maxwell pensa à Iris, brillante et gentille, entièrement non préparée pour la vipère sur le point de se glisser dans sa vie. Il pensa à Arlene, calculatrice comme toujours, échangeant sa propre fille contre un statut social et de l'argent. Il pensa à l'enveloppe scellée qu'il préparait dans son esprit depuis 18 ans. « Nous la laissons s'enterrer elle-même », dit Maxwell. « Elle veut jouer la mère réformée. Nous la laisserons auditionner pour le rôle devant un juge, au dossier, et puis nous lui montrerons exactement qui elle est vraiment. La audience pour la garde est dans 3 semaines, lui avait dit Harris. Stuart Wiley pousse pour une résolution rapide, espérant probablement que tu régleras pour éviter de traîner Iris au tribunal. Nous ne réglons pas, avait dit Maxwell alors, et il le répéta maintenant à Clayton et Louisa. Nous partons en guerre, et Arlene va apprendre que l'abandon de son enfant a des conséquences qui durent toute une vie. Il ouvrit son ordinateur portable, affichant un document qu'il avait commencé à rédiger des années auparavant. Une chronologie complète de chaque moment où Arlene avait choisi elle-même plutôt qu'Iris. Chaque anniversaire manqué, chaque étape ignorée, chaque homme qu'elle avait choisi plutôt que sa fille, chaque pièce de preuve qui prouverait, sans aucun doute, qu'Arlene Turner était incapable d'aimer quiconque sauf elle-même. L'enveloppe ne gagnerait pas seulement l'affaire, elle la détruirait complètement, et cela, pensa Maxwell sombrement, était exactement ce qu'elle méritait. Chapitre 4. Découverte. Les assignations commencèrent à voler immédiatement. Stuart Wiley était bon. Maxwell devait l'admettre. Dans la semaine suivante, le dépôt, l'équipe légale d'Arlene avait demandé des dépositions des voisins de Maxwell, des enseignants d'Iris, même des collègues de Louisa à l'école primaire où elle enseignait. Ils construisaient un récit. Maxwell comme l'oncle contrôlant qui avait isolé Iris de sa mère biologique, Louisa comme la belle-mère qui avait remplacé Arlene sans autorité légale pour le faire. C'était des conneries, mais des conneries stratégiques,
La contre-découverte de Maxwell était chirurgicale. Il avait passé 18 ans en stratégie de litige, apprenant à construire des affaires étanches à partir de fragments de preuves OD. Maintenant, il déployait chaque compétence qu'il avait jamais apprise. Premier arrêt, l'ancien propriétaire d'Arlen. Vince Hunter avait 70 ans maintenant. Retraité de la gestion immobilière, mais encore vif comme un clou, il se rappelait Arlen immédiatement. « Cette fille », dit-il, secouant la tête en versant du café à Maxwell dans son salon, a rompu son bail quand elle était enceinte de 8 mois, a laissé l'endroit en désastre. J'ai essayé de la traquer pour les dommages, mais elle avait disparu. Puis, j'ai entendu qu'elle avait eu le bébé et l'avait laissé avec la famille. « C'était toi ?»« C'était moi », confirma Maxwell. « J'essaie d'établir un pattern d'abandon de responsabilité. Serais-tu prêt à témoigner de sa rupture de bail ?»« Fils, je témoignerai qu'elle a volé ma caution et laissé de la nourriture pourrir dans le frigo. Elle me devait 3 mois de loyer et n'a jamais regardé en arrière. » Maxwell ajouta Vince Hunter à sa liste de témoins. Ensuite, l'historique d'emploi d'Arlen. Clayton avait tiré ses dossiers de sécurité sociale, pas entièrement légalement, mais Maxwell ne jouait plus selon les règles des gentlemen. Arlen avait occupé 11 emplois différents en 18 ans, ne durant jamais plus de 14 mois dans aucune position. Serveuse, employée de commerce, réceptionniste, toujours au niveau d'entrée, toujours se terminant soit par un licenciement, soit par un abandon soudain. Maxwell traqua son ancien superviseur dans un restaurant où elle avait travaillé 6 ans auparavant. La femme se rappelait Arlen comme charmante mais peu fiable. Quelqu'un qui appelait constamment malade, prétendait des urgences familiales qui ne tenaient jamais la route. Et finalement, juste à arrêter de se présenter, a-t-elle jamais mentionné avoir une fille ? Demanda Maxwell. Une fille ? Arlene. La superviseure rit amèrement. Elle pouvait à peine s'occuper d'elle-même, encore moins d'un enfant. Non, elle n'a jamais mentionné d'enfant. Plus de témoins, plus de preuves d'une femme qui avait passé 18 ans à fuir la responsabilité, la reddition de comptes et la vérité. Mais la découverte la plus précieuse de Maxwell vint d'une source improbable, les réseaux sociaux. Iris, comme la plupart des adolescents, avait une présence en ligne modérée, Instagram, TikTok. Les habituels, Maxwell ne l'avait jamais surveillé intensivement. Il faisait confiance à son jugement. Mais maintenant, en revoyant ses abonnés et demandes d'amis, il remarqua quelque chose d'étrange, un profil sans photo, nom d'utilisateur générique. Suivait Iris depuis exactement 4 mois. Le compte n'avait jamais posté, jamais commenté, mais avait vu chaque story qu'Iris partageait. Maxwell envoya le profil à Clayton. « Peux-tu tracer ça ?» 2 jours plus tard, Clayton rappela « Email jetable, routage VPN. » Tout le truc, mais quiconque l'a mis en place n'était pas aussi prudent qu'il le pensait. Le compte a été créé à partir d'une adresse IP enregistrée à une propriété d'Irving Arellano, spécifiquement son réseau domestique. Arlen avait traqué sa propre fille en ligne pendant des mois, observant et attendant le bon moment pour frapper. Elle savait pour le fonds fiduciaire, il y a 4 mois, réalisa Maxwell. Elle planifie ça depuis des mois. Il y a plus, dit Clayton. J'ai creusé dans les finances d'Irving Arellano. Il est surendetté, gros deal de développement qui coule. Créanciers qui tournent autour, cette valeur nette de 37 millions d'euros, plus comme 18 millions d'euros en actifs contre 14 millions d'euros en dette. Si son projet actuel échoue, il pourrait tout perdre. Arlen l'a épousé en pensant qu'il était son ticket repas, dit Maxwell lentement. Maintenant le ticket expire, et elle a besoin d'un plan B, un plan B des doses, 1 million d'euros, confirma Clayton, avec le nom d'Iris dessus, mais les mains d'Arlen partout dessus. Si elle peut obtenir un statut légal, Maxwell ajouta cela à son dossier croissant. L'enveloppe s'épaississait. Chapitre 5. L'offensive de charme. Arlen fit son coup un mardi après-midi. Iris rentra de l'école pâle et secouée, serrant son téléphone. Louisa fut la première à l'atteindre, la guidant à la table de cuisine. « Elle était là ?» murmura Iris. Dehors de l'école, attendant aux grilles, Maxwell sentit la glace envahir ses veines. « Qui ?» Elle a dit qu'elle était ma mère. Arlene. Iris leva les yeux, les larmes menaçant. Elle pleurait. « Papa ?» Elle a dit qu'elle avait fait des erreurs terribles. C'est des ledisca des etetelidiara et voulait juste une chance de parler. Elle a dit que tu l'avais tenue éloignée de moi toutes ces années. La main de Louisa trouva celle de Maxwell sous la table, serrant fort. Reste calme, reste malin. Que lui as-tu dit ? Demanda Maxwell doucement. J'ai dit que j'avais besoin de te parler d'abord. Elle m'a donné son numéro, dit que je pouvais appeler n'importe quand, puis elle m'a serré dans ses bras. Et papa,
La voix d'Iris se brisa, elle savait des choses, elle savait que j'avais été accepté au MIT, elle savait pour mon projet de foire scientifique en 2e année, elle m'a surveillé pendant 4 mois, confirma Maxwell. Nous avons trouvé son faux profil sur les réseaux sociaux. Le choc d'Iris céda la place à la colère, elle m'a traqué. Rassemblant des munitions, dit Maxwell. Elle construit un dossier qu'elle essaye de se reconnecter, mais que je l'empêche. En t'approchant directement, elle établit que tu es réceptive au contact. Si tu l'avais serré en retour, pris son numéro volontairement, elle utiliserait ça au tribunal pour revendiquer qu'il y a un lien mère-fille qui a besoin de protection légale. Mais je ne l'ai pas fait, dit Iris farouchement. Je lui ai dit de me laisser tranquille jusqu'à ce que je comprenne ce qui se passe. Et je suis rentré directement à la maison vers toi. Intelligente fille, murmura Louisa, c'est notre intelligente fille. Mais Arlène n'avait pas fini. Ce soir-là, elle posta sur Facebook son profil bien curé, plein d'événements de charité et de photos de société révélant soudain une vérité profondément personnelle. Après 18 ans de douleur et de regret, j'ai enfin vu ma fille aujourd'hui. J'ai fait des erreurs quand j'étais jeune. Des erreurs que j'ai passées chaque jour à expier. Je l'ai donnée à mon frère parce que je voulais qu'elle ait la stabilité que je ne pouvais pas fournir. Mais maintenant, la regardant grandir en une jeune femme incroyable de loin, je ne peux plus rester silencieuse. Je veux faire partie de sa vie. Je veux être sa mère. Si tu lis ça, Iris, je t'aime, je t'ai toujours aimé, je me bats pour nous. Hashtag jamais trop tard. Hashtag amour de mère. Hashtag seconde chance. Le post devint viral en quelques heures. Les médias le reprirent. Mère se bat pour une réunion après 18 ans de séparation. La section des commentaires fut inondée de soutien pour le courage d'Arlène et de condamnation pour le frère anonyme qui les avait tenus séparés. Le téléphone de Maxwell explosa de messages de collègues, amis, parents éloignés qu'il n'avait pas parlé depuis des années, la plupart étaient solidaires, mais certains questionnaient « Pourquoi ne l'as-tu pas laissé voir Iris ? Ne mérite-t-elle pas une seconde chance ?» Iris lut le post et pleura, non de tristesse, mais de rage. Elle ment, elle fait sonner comme si elle m'avait donné à toi par amour, comme si tu étais le méchant. Nous tenant séparés, c'est le récit qu'elle vend, dit Maxwell sombrement. Et ça marche ? Harris Reed convoqua une réunion d'urgence. Stuart Wiley utilise ce poste comme preuve de la transformation d'Arlène. Ils arguent qu'elle est désespérée de se reconnecter, mais que tu l'as bloquée, combiné à son histoire larmoyante d'être une jeune mère effrayée qui a fait un sacrifice pour le bien-être de son enfant, c'est convaincant. Maxwell. C'est de la fiction, répliqua Maxwell. La fiction racontée assez bien devient vérité au tribunal. Contre-argumenta Harris. Nous devons contrôler ce récit. Je veux mettre Iris à la barre. Non. La réponse de Maxwell fut immédiate et absolue. Je ne la soumettrai pas à un contre-interrogatoire de Stuart Wiley. Il tordra ses mots, la fera sembler confuse ou coachée. Alors, nous avons besoin de quelque chose de plus grand, dit Harris. Quelque chose qui détruit la crédibilité d'Arlène Sich, dit aimant qu'aucun juge ne croirait son acte de mère réformé. Maxwell pensa à l'enveloppe, au document qu'il compilait depuis 18 ans, à la pièce finale qu'il avait récemment découverte, preuve si accablante, si destructrice de caractère, que même le meilleur spin de Stuart Wiley ne pourrait sauver Arlène. Mais il avait besoin d'une chose de plus pour la rendre parfaite. « J'ai besoin de rencontrer Arlène », dit Maxwell soudainement. Harris fronça les sourcils. « C'est hautement irrégulier. Vous êtes des parties opposées dans un litige actif. Je sais, organise-le quand même. Dis à Stuart Wiley que je suis prêt à discuter d'un règlement potentiel. Laisse-les penser qu'ils gagnent. Qu'est-ce que tu planifies ?» demanda Louisa doucement. Le sourire de Maxwell était mince et dangereux. « Je donne à Arlène assez de cordes pour se pendre. Et je m'assure qu'elle le fasse au dossier. » La réunion fut fixée pour le jeudi suivant. Une semaine avant l'audience pour la garde, Maxwell avait 7 jours pour préparer son piège. Et Arlène, dans son arrogance, marchait droit dedans. Chapitre 6. La pièce finale. La réunion de règlement eut lieu au bureau de Stuart Wiley, terrain neutre, ou du moins Arlène le pensait. Maxwell arriva seul, contre l'avis d'Harris Reed. Portant seulement un portfolio en cuir mince, Arlène avait l'air différente. Plus âgée ? Oui, mais aussi polie d'une manière qu'elle n'avait jamais été auparavant, vêtements de designer, maquillage professionnel, coiffure coûteuse. L'argent d'Irving Arellano l'avait transformée de la femme désespérée aux yeux creux qu'il se rappelait en une imitation convaincante de respectabilité, mais ses yeux n'avaient pas changé, toujours calculants, toujours vides. « Maxwell », dit-elle, sa voix chaleureuse mais prudente. Stuart Wiley s'assit à côté d'elle.
enregistrant la réunion sur un appareil numérique. « Merci d'avoir accepté de parler. Je suis ici pour Iris, » dit Maxwell platement. « Pas pour toi ? Bien sûr, Iris est ce qui compte. » Arlène croisa ses mains sur la table, l'image de la préoccupation maternelle. « Je sais que j'ai fait des erreurs. Tu as abandonné ta fille de 3 semaines sur mon paillasson et disparu pendant 18 ans. » interrompit Maxwell. « Ne l'embellissons pas. » Stuart Wiley intervint doucement. « Ma cliente reconnaît ses difficultés passées. Elle était jeune, en lutte, et a pris la décision déchirante de placer Iris avec la famille qui pouvait fournir de meilleurs soins. Ce n'est pas de l'abandon, c'est du sacrifice. C'est comme ça qu'on l'appelle. » demanda Maxwell. « Sacrifice. » J'avais 24 ans, dit Arlene, les larmes montant sur commande. Kit venait de mourir. J'étais seul, terrifié, fauché. Je savais que je ne pouvais pas donner à Iris la vie qu'elle méritait, alors je te l'ai donnée. La personne la plus responsable que je connaissais, parce que je l'aimais trop pour la laisser souffrir. C'était une bonne performance. Maxwell pouvait voir pourquoi ça avait marché sur les réseaux sociaux. Pourquoi le tribunal de l'opinion publique avait basculé de son côté. « Et maintenant ?» demanda-t-il. « Maintenant je suis stable, marié, financièrement sécurisé, émotionnellement saine. J'ai fait le travail. Maxwell. Thérapie, sobriété, construire une vie digne d'être partagée. Je veux qu'Iris fasse partie de cette vie. Tu veux l'accès à son fonds fiduciaire ?» dit Maxwell blintement. Le masque d'Arlène glissa pour une seconde. Un éclat de colère, rapidement supprimé. « Je veux l'aider à le gérer responsablement. Elle a 18 ans, Maxwell. Elle est légalement adulte, mais encore un enfant à tant d'égards. Tant d'argent, tant de liberté, c'est dangereux sans guidance, et tu es qualifié pour la guider, » demanda Maxwell. « Toi, qui as occupé 11 emplois en 18 ans, qui n'as jamais économisé un sou de ta vie, qui as épousé un homme pour son argent, seulement pour découvrir qu'il noie dans les dettes. » Stuart Wiley serait dit. « Comment avez-vous... » « Je suis un stratège en litige, » dit Maxwell calmement. « Je recherche, je vérifie. Je sais que l'entreprise de développement d'Irving Arellano coule. Je sais que votre mariage est une façade. Je sais que tu as traqué Iris en ligne pendant 4 mois, timant ta réunion exactement quand le fonds fiduciaire a été finalisé. Je sais tout, Arlene. » La température dans la pièce chuta, les larmes d'Arlène se tarirent, son expression se durcissant en quelque chose de plus laid. « Tu te crois si intelligent ?» siffla-t-elle. « Tu crois que tu peux la garder loin de moi ? C'est ma fille. C'est la fille que tu as jetée comme une ordure, » dit Maxwell, sa voix mortellement calme. « Et maintenant, tu la veux de retour. Parce qu'elle vaut 1 million d'euros, c'est tout ce que c'est. De l'argent, prouve-le, » défia Arlène. « Vas-y, Maxwell. Dis à un juge que je veux seulement la garde pour l'argent. Ils appelleront ça de la diffamation. Ils diront que tu es un tuteur contrôlant qui ne peut pas gérer de partager ta nièce. Je n'ai pas besoin de le dire au juge, » dit Maxwell. Il ouvrit son portfolio et en retira un seul document. « Un email imprimé ? Tu l'as fait toi-même ?» Il le glissa sur la table. Stuart Wiley le ramassa, son visage pâli en lisant. C'était un email d'Arlène à son mari Irving, envoyé 2 semaines avant qu'elle ne dépose la pétition pour garde. Maxwell l'avait obtenu par l'enquête de Clayton. Le serveur email de l'entreprise d'Irving manquait de sécurité, et un pot de vin bien placé à un employé IT mécontent leur avait donné l'accès. L'email disait « J'ai découvert le fonds fiduciaire de Kay. Taux, 1 million d'euros pour l'enfant. Si je dépose pour la garde maintenant, je peux revendiquer des droits parentaux pour le gérer. Le tribunal me donnera probablement au moins un contrôle partiel jusqu'à ce qu'elle ait 21 ans. C'est 3 ans d'accès au fonds dont nous avons désespérément besoin pour ton projet de développement. Je le présenterai comme voulant me reconnecter, jouer l'angle de la mère réformée, et il ne se battra pas fort. Il est trop doux, l'a toujours été. C'est notre sortie du trou de dette. Fais-moi confiance ?» Le visage d'Arlène devint blanc. Stuart Wiley posa l'email avec soin. Son expression professionnellement neutre, mais ses yeux furieux seraient « Où avez-vous eu ça ?» demanda Arlène. « Découverte, » mentit Maxwell doucement. « L'email de l'entreprise d'Irving est sujet à assignation dans les enquêtes financières. Nous avons pétitionné le tribunal pour l'accès à toute communication concernant Iris ou le fonds fiduciaire. Celui-ci a été signalé dans la recherche. Ce n'était pas vrai. L'email avait été obtenu par des moyens moins légaux, mais Stuart Wiley ne pouvait pas le prouver sans admettre qu'il avait été pris au dépourvu par la stupidité de sa propre cliente. « C'est inadmissible, » dit Stuart, mais sa voix manquait de conviction. « Peut-être, » convint Maxwell, « mais ce n'est pas la seule preuve que j'ai. J'ai des témoignages de tout le monde que tu as jamais arnaqué. Arlene, propriétaire,
Employers, amis. J'ai de la documentation de chaque fois où tu as nié l'existence d'Iris. J'ai la preuve que tu l'as traquée en ligne pendant des mois. Et j'ai l'accord de garde original que tu as signé, volontairement et avec enthousiasme, renonçant à tous les droits parentaux. Il se pencha en avant, tenant le regard d'Arlène. « Tu veux aller au procès ? Nous irons au procès, et je te détruirai si complètement qu'Irving te quittera. Ton statut social s'évaporera, et tu seras exposé comme exactement ce que tu es. Une parasite qui voit sa propre fille comme un chèque. » Les mains d'Arlène tremblèrent. « Tu ne peux pas... »« Je peux, » dit Maxwell, « et je le ferai, à moins que tu ne retires ta pétition maintenant, que tu partes, et que tu ne contactes jamais Iris à nouveau. » Stuart Wiley toucha le bras d'Arlène. « Peut-être devrions-nous discuter de cela en privé. »« Non !» Arlène claqua, écartant sa main. « Il bluffe. Cet email ne prouve rien, sauf que je considérais la planification financière pour l'héritage d'Iris. Un juge le verra à ma façon. » Maxwell se leva, ramassant son portfolio. « Alors on se voit au tribunal ? J'ai hâte. » Tandis qu'il atteignait la porte, Arlène appela. « Elle te haïra pour ça. Quand Iris découvrira que tu as tenu sa mère éloignée d'elle pendant 18 ans, elle ne te pardonnera jamais. » Maxwell se tourna, son expression compatissante de « Iris sait déjà tout. Je lui ai dit la vérité le jour où tu as déposé ta pétition. Je lui ai montré le rapport de police de quand tu l'as abandonné. Je lui ai montré l'accord de garde que tu ne pouvais pas signer assez vite. Je lui ai montré les emails où tu me disais d'arrêter d'envoyer des messages sur cette chose. Ces mots, Aline, tu as appelé ta fille cette chose ?» Le visage d'Arlène s'effondra. « Elle ne me hait pas, » continua Maxwell doucement. « Elle te plaint et elle témoigne en ma faveur, volontairement, avec enthousiasme, parce qu'elle veut que le monde sache exactement quel genre de mère tu es. » Il quitta le bureau de Stuart Wiley et ne regarda pas en arrière. L'enveloppe était complète. Le piège était posé. Maintenant, tout ce qui restait était de le déclencher devant le juge Benjamin Hale, au dossier, sans voie d'échappement pour Arlene Turner. Chapitre 7. L'accusation. La salle d'audience était bondée. La campagne sur les réseaux sociaux d'Arlène avait attiré l'attention des médias et la galerie se remplit de reporters, blogueurs et curieux attirés par le drame d'une mère se battant pour sa fille perdue. Le juge Benjamin Hale était un homme austère dans la soixantaine. Connu pour son approche sans fioritures aux droits de la famille, il examina le cirque que sa salle d'audience était devenue avec un dégoût visible. « C'est une audience pour garde, pas un événement médiatique », dit-il sèchement, tandis que les flashs crépitaient. « Quiconque tente d'enregistrer sera expulsé et tenu en outrage. Cette salle d'audience maintiendra le décorum. » La foule se calma à contre-cœur. Stuart Wiley se leva, lissant son costume coûteux. « Votre honneur. Ma cliente Arlene Turner ne cherche que ce que chaque mère mérite. Une relation avec son enfant. Il y a 18 ans, elle a pris la décision douloureuse de placer sa fille aînée nouveau-née avec son frère Maxwell Turner, croyant que c'était dans l'intérêt de l'enfant. Maintenant, ayant atteint la stabilité et la sobriété, elle souhaite reprendre son rôle parental et fournir des conseils alors que sa fille entre dans l'âge adulte. » Il peignit Arlène comme une victime des circonstances, une jeune femme qui avait fait un sacrifice, passé des années à guérir, et cherchant maintenant la rédemption. Le récit était convaincant, conçu pour tirer les cordes sensibles et obscurcir les vérités inconfortables. Arlène monta à la barre, vêtue de manière conservatrice, maquillage subtil. Chaque centimètre la mère réformée, elle témoigna de ses luttes à 24 ans, la mort de Keita, les difficultés financières, la terreur de la maternité solo. « Je ne pouvais pas donner à Iris ce dont elle avait besoin, » dit Arlène, les larmes coulant de manière convaincante. « Alors je l'ai donnée à Maxwell, parce que je savais qu'il la protégerait, l'élèverait bien. Ça m'a brisé le cœur, mais je pensais que c'était la bonne chose à faire. »« Et pourquoi cherchez-vous la garde maintenant ?» incita Stuart Wiley. « Parce que je suis enfin la mère qu'Iris mérite. Je suis stable, mariée, prête à être dans sa vie. J'ai manqué 18 ans. Votre honneur. Je ne veux pas manquer un jour de plus. » Elle jeta un regard à Iris dans la galerie, un regard calculé de désir maternel. Iris la fixa en retour, son expression indéchiffrable. Harris Reed contre-interrogea avec soin Madame Arellano. « Vous affirmez avoir donné Iris à son oncle, mais n'est-il pas vrai que vous l'avez abandonnée ? Je l'ai laissée avec la famille, à 2 heures du matin, sans avertissement, disant à votre frère que vous aviez besoin d'une nuit, et ne revenant jamais. C'est de l'abandon, n'est-ce pas ? J'étais en lutte. Vous avez signé l'abandon de tous les droits parentaux 6 mois plus tard. Ce document stipule que vous renoncez volontairement et définitivement à toute revendication légale sur l'enfant mineur. Ce sont vos mots, votre signature.
Arlène tamponna ses yeux. J'ai été contrainte. Maxwell a dit que si je ne signais pas, il s'assurerait que je ne la vois jamais. C'était un mensonge, mais impossible à réfuter sans que Maxwell témoigne. Harris passa à autre chose. En 18 ans, combien de cartes d'anniversaire avez-vous envoyées à Iris? Silence. Combien de cadeaux de Noël? Je voulais... Mais Maxwell ne me laissait pas. Combien de fois avez-vous tenté de la contacter avant il y a 4 mois? Arlène hésita. Je respectais l'arrangement de garde. L'arrangement de garde que vous affirmez maintenant avoir été contraint. La voix d'Harris était tranchante. Madame Arellano, n'est-il pas vrai que vous ne vous êtes intéressé à Iris qu'après avoir appris son fonds fiduciaire de 1 million d'euros? C'est un mensonge. Les larmes d'Arlène étaient réelles maintenant, en colère. Désespérée, j'aime ma fille. Vous aimez son héritage? Corrigea Harris. Pas d'autres questions. Votre honneur. Stuart Wiley appela des témoins de caractère, un thérapeute qui témoigna du progrès remarquable d'Arlène, une amie de son travail de charité qui la décrivit comme nourricière et maternelle, même Irving Arellano lui-même, qui parla du regret profond de sa femme sur la séparation d'avec sa fille. Irving était fluide, convaincant, il n'avait aucune idée que sa femme avait comploté pour utiliser l'argent d'Iris pour sauver son entreprise en faillite. Maxwell eut presque pitié de lui, presque. À la fin du premier jour, le récit public favorisait Arlène, les réseaux sociaux explosèrent de soutien, donnaient une chance à cette mère, la réunification familiale et ce qui compte, l'oncle l'a puni pour des erreurs passées. Mais Maxwell n'était pas inquiet, il avait l'enveloppe. Chapitre 8. La destruction. Le deuxième jour commença avec Maxwell à la barre. Il était calme, préparé, chaque réponse précise. Harris Reid le guida à travers l'enfance d'Iris. Les matchs de foot, les foires scientifiques, les sessions de devoirs tard le soir, les candidatures universitaires. Maxwell n'embellit pas ou ne performa pas d'émotion. Il raconta simplement 18 ans de paternité dévouée. Et pendant ce temps, Arlène Turner a-t-elle jamais tenté de vous contacter concernant Iris? Une fois, dit Maxwell. Il y a 3 ans, elle a envoyé un message Facebook demandant si Iris était encore en vie. J'ai répondu avec une photo d'Iris à sa foire scientifique au lycée. Arlène a répondu cool et n'a jamais suivi. La galerie murmura. L'objection de Stuart Wiley fut rejetée. Monsieur Turner, pourquoi croyez-vous que votre sœur cherche la garde maintenant? Maxwell regarda directement Arlène. Parce qu'Iris a récemment hérité d'un fonds fiduciaire valant 1 million d'euros et ma sœur a besoin d'argent. Stuart Wiley bondit sur ses pieds. Objection. Spéculation et assassinat de caractère. Retinue, dit le juge Hale. Monsieur Turner, tenez-vous aux faits. Alors laissez-moi présenter des faits. Votre honneur, dit Maxwell. Il hocha la tête à Harris, qui s'approcha du banc avec une enveloppe manille scellée, épaisse, menaçante, soigneusement préparée. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda le juge Hale, preuve qui prouve définitivement les motifs et le caractère d'Arlène Turner. Dit Harris. « Nous demandons la permission de l'entrée au dossier ?» Stuart Wiley objecta vigoureusement, mais le juge Hale était intrigué. « Je l'examinerai en chambre. » La cour se retire pour 30 minutes. L'attente fut excruciating. Iris s'assit entre Maxwell et Louisa, ses mains serrées fort. « Qu'y a-t-il dans l'enveloppe » murmura-t-elle. « La vérité » dit Maxwell doucement. Toute quand la cour reprit, l'expression du juge Hale était glaciale. Il regarda Arlène non avec sympathie, mais avec un dégoût à peine dissimulé. « Madame Arellano » dit-il, sa voix dure. « J'ai examiné la preuve présentée par Monsieur Turner. Avant de procéder, je veux vous donner une opportunité de retirer votre pétition. C'est votre seule chance ?» Arlène jeta un regard à Stuart Wiley. « Confuse. Je ne comprends pas. Alors laissez-moi être clair, » dit le juge Hale. Il ouvrit l'enveloppe et en retira le premier document. C'est un email que vous avez envoyé à votre mari 2 semaines avant de déposer cette pétition. Souhaitez-vous que je le lise à voix haute? Le visage d'Arlène devint blanc. Le juge Hale lut l'email en entier, sa voix dégoulinant de mépris. La galerie explosa. Les reporters griffonnèrent frénétiquement. Irving Arellano se leva et sortit, son visage un masque de trahison et de rage. Cet email établit clairement que votre intérêt pour Iris Turner est des financiers. Pas parental, continua le juge Hale. Mais ce n'est pas tout ce que M. Turner a fourni. Il retira un autre document, c'est un témoignage de Vince Hunter, votre ancien propriétaire, détaillant votre pattern de baux abandonnés et de dettes impayées. C'est des dossiers d'emploi montrant 11 positions terminées en 18 ans. C'est le rapport hospitalier de la naissance d'Iris, où le personnel infirmier a noté que vous n'avez montré aucun intérêt pour le nourrisson
et quittée contre avis médical 4 heures après l'accouchement. Chaque révélation était un coup de marteau. Arlene se recroquevilla sur son siège. « Ceci, dit le juge Hale, tenant un autre papier, est l'accord de garde que vous avez signé, témoin et notarié, renonçant volontairement à tous les droits parentaux. Votre signature est claire. Le notaire a témoigné qu'il n'y avait pas de contrainte. Vous souriez en signant, et enfin, dit-il, retirant le dernier document, c'est une déclaration d'Iris Turner elle-même, soumise à cette cour hier. Souhaitez-vous que je lise ce que votre fille a à dire sur vous ? Non, murmura Arlene. S'il vous plaît. Le juge Hale l'a lu quand même. Je suis Iris Turner, et j'ai 18 ans. La femme prétendant être ma mère est une étrangère. Maxwell Turner est mon père à tous les égards qui comptent. Il m'a élevé, aimé, sacrifié pour moi. Il ne m'a jamais fait me sentir abandonné, même si je l'étais. Arlene Turner ne m'a pas donné à mon oncle par amour. Elle m'a jeté parce que j'étais inconvenante. Elle ne veut pas une relation avec moi. Elle veut mon argent. Je demande respectueusement à cette cour de rejeter sa pétition et d'accorder à mon père, Maxwell Turner, une protection légale complète contre toute revendication future. Je ne veux rien avoir à faire avec Arlene Turner, maintenant ou jamais. La salle d'audience était silencieuse. Arlene sanglotait ouvertement, mais personne n'offrit de sympathie. Le juge Hale posa les papiers et retira ses lunettes, pinçant l'arête de son nez. « Madame Arellano, dit-il doucement, quand prévoyez-vous de dire la vérité à votre fille sur pourquoi vous êtes revenue ?» Arlene ne pouvait pas répondre. « Jamais, dit Maxwell de la barre des témoins. Elle n'a jamais prévu de lui dire. Elle voulait se présenter comme la mère aimante, gagner l'accès légal au fond d'Iris, et le vider avant qu'Iris ne comprenne ce qui se passait. » Le juge Hale regarda Maxwell. « Monsieur Turner, vous avez présenté l'un des cas les plus complets que j'ai vus en 30 ans au banc. Votre documentation est thorough, votre preuve est accablante, et votre dévouement à votre fille, oui, votre fille, est au-delà de toute question. » Il se tourna vers Arlene, son expression dure comme la pierre. « Madame Arellano, votre pétition est rejetée. De plus, j'émets une ordonnance de restriction permanente vous interdisant de contacter Iris Turner par tout moyen. Vous resterez à au moins 150 mètres d'elle en tout temps. Violation entraînera une arrestation immédiate. » Stuart Wiley essaya d'objecter, mais le juge Hale le coupa. « Je n'ai pas fini. Basé sur la preuve de fraude présentée, spécifiquement votre intention d'obtenir l'accès au fonds fiduciaire de votre fille par de faux prétextes, je réfère cette affaire au bureau du procureur de district pour enquête criminelle. Parjure. Tentative de fraude, possiblement plus. » Les sanglots d'Arlene se transformèrent en halètements. « Non, s'il vous plaît, je ne voulais pas. Vous vouliez chaque mot ?» dit le juge Hale froidement. « Vous voyez votre fille comme un chèque, et vous avez menti sous serment dans ma salle d'audience pour l'obtenir. Cela a des conséquences. Madame Arellano, des conséquences sérieuses. » Il frappa son marteau. Cette cour trouve en faveur de Maxwell Turner garde complète. Inutile vu l'âge d'Iris, mais je l'accorde symboliquement pour établir un dossier légal clair. Arlene Turner n'a aucun droit parental, aucun accès à l'héritage d'Iris et aucune place dans la vie de cette jeune femme. Affaire close. La galerie explosa. Les reporters se précipitèrent vers les sorties. Arlene s'effondra sur sa chaise. Sa façade soigneusement construite brisée, au-delà de la réparation. Maxwell descendit de la barre et marcha vers Iris, la serrant dans une étreinte serrée. « C'est fini ?» murmura-t-il. « Tu es en sécurité. Tu es à moi. Pour toujours. Je l'ai toujours été. Papa, dit Iris, les larmes coulant sur son visage. Je l'ai toujours été. » Chapitre 9. Les suites. 3 mois plus tard, Maxwell s'assit sur sa terrasse arrière, regardant le soleil se coucher sur le jardin que Louisa avait cultivé pendant 18 ans. Iris était au MIT, s'épanouissant dans son premier semestre, appelant à la maison chaque dimanche sans faute. Son fonds fiduciaire était sécurisé, géré par un conseiller financier en qui Maxwell avait confiance. Intouchable par quiconque sauf Iris elle-même. La vie d'Arlene avait implosé spectaculairement. L'enquête criminelle avait résulté en des accusations de parjure et tentative de fraude. Elle avait plaidé coupable pour éviter un procès et, recevant 2 ans de probation et un casier judiciaire permanent, Irving Arellano avait demandé le divorce dans la semaine suivant l'audience et l'accord prénuptial qu'elle avait signé la laissait sans rien. Sa suite sur les réseaux sociaux s'était évaporée, remplacée par des milliers de commentaires la qualifiant de chasseuse d'or et de mère indigne. Elle avait déménagé hors de l'État, d'après ce que Maxwell avait entendu en dernier, vivant dans un studio et travaillant dans le commerce.
La vie qu'elle avait essayé de voler à Iris avait été arrachée, ne laissant que les conséquences de 18 ans d'égoïsme. Maxwell ne ressentait aucune satisfaction dans sa destruction, seulement du soulagement que la menace soit partie. Clayton Pennington visita ce soir-là, apportant de la bière et de vieilles histoires. Ils s'assirent sur la terrasse, à l'aise dans le silence d'anciens amis. « Tu sais le truc fou ?» dit Clayton éventuellement. Elle aurait pu juste tendre la main, vraiment tendre la main, pas le faux traquage sur les réseaux sociaux. Elle aurait pu s'excuser, expliquer qu'elle était jeune et stupide, demander une chance de connaître Iris sans rien exiger. Iris est une bonne gamine. Elle lui aurait peut-être donné une chance, mais ça requérait un remords véritable, dit Maxwell. Arlene n'en a jamais été capable. Elle n'a vu les gens que pour ce qu'ils peuvent lui donner, et maintenant elle n'a rien. Maintenant elle a ce qu'elle a toujours donné à Iris, corrigea Maxwell. Rien. Harris Reid avait envoyé les papiers finaux ce matin-là. Un document légal établissant Maxwell comme tuteur permanent d'Iris au dossier. Même si elle avait 18 ans et n'en avait pas besoin, c'était symbolique. Mais les symboles comptaient. Maxwell Turner était légalement reconnu comme le père qu'il avait toujours été. Louisa les rejoignit sur la terrasse, s'installant dans la chaise à côté de celle de Maxwell. Elle avait été la mère d'Iris à tous les égards sauf biologique pendant 13 ans, et la cour l'avait reconnue aussi, lui accordant le statut parental légal aux côtés de Maxwell. Iris a appelé, dit Louisa. Elle a cartonné son premier examen de chimie organique. Veut rentrer pour Thanksgiving? Bien sûr qu'elle le veut, dit Maxwell, souriant. Où d'autre irait-elle? Ce soir-là, seul dans son bureau, Maxwell ouvrit le tiroir où il avait gardé la documentation de l'abandon d'Arlene pendant 18 ans, chaque pièce de preuve, chaque message soigneusement préservé, chaque détail qui avait construit l'affaire, qui avait sauvé sa fille. Il n'en avait plus besoin. Omparum, il les alimenta dans la déchiqueteuse. Le rapport de police de quand Arlene avait disparu. Les emails où elle niait l'existence d'Iris. Les déclarations de témoins des gens qu'elle avait arnaqués. Tout ça, parti. Il ne garda que 3 choses. L'accord de garde original qu'Arlene avait signé si eagerly, le certificat de naissance d'Iris la listant comme sa fille par ordonnance judiciaire. Et la déclaration qu'Iris avait écrite pour le juge, celle où elle l'avait appelé son père. Cela, il les plaça dans un coffre-fort, pas comme des armes, mais comme preuve. Preuve que la famille n'était pas la biologie, c'était le choix, c'était la présence. C'était 18 ans à se présenter, chaque jour, même quand c'était dur. Preuve que Maxwell Turner avait gagné non seulement au tribunal, mais à tous les égards qui comptaient. Arlene avait donné naissance à Iris, mais Maxwell en avait fait sa fille. Et aucun juge, aucune pétition pour garde, aucun montant d'argent ne changerait jamais cette vérité. À la fin, c'était toute la victoire dont Maxwell avait besoin. Épilogue. 4 ans plus tard, Iris Turner obtint son diplôme du MIT summa cum laude. Maxwell et Louisa s'assirent au premier rang, acclamant plus fort que quiconque tandis qu'elle traversait la scène pour recevoir son diplôme. Après la cérémonie, Iris les trouva dans la foule, son bonnet de graduation askew, son sourire brillant. « J'ai reçu l'acceptation de Stanford », dit-elle essoufflée. « Bourse complète pour le programme MD-PhD. Je vais être ingénieur biomédical et médecin ». Maxwell la serra dans une étreinte d'ours, la fierté gonflant si énorme qu'il ne pouvait pas parler. « Ton père serait si fier », dit Louisa, essuyant des larmes. Elle voulait dire Maxwell, pas Keith Boyer. Ils le savaient tous. Ce soir-là, Iris posta une photo sur les réseaux sociaux, eux 3, bras liés, souriant sous la bannière du MIT. La légende disait simplement « La famille n'est pas à qui on est, c'est qui se présente. » Merci, papa, pour tout. Le post devint viral, juste comme celui d'Arlene l'avait fait 4 ans plus tôt, mais cette histoire avait une fin différente. Cette histoire était sur l'amour qui avait gagné sa place. Et cela, Maxwell Turner le savait, était la seule histoire qui valait la peine d'être racontée. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai là-bas.